Bienvenue sur mon podcast. Je l'ai intitulé J'adore réseauter parce que le réseau, c'est mon sujet. C'est le sujet qui m'anime parce qu'il m'a d'abord permis de sortir de ma timidité, parce qu'il permet de se connecter aux autres, de mieux se connaître, d'apprendre, de s'ouvrir à des opportunités, de trouver des clients et évidemment de développer son activité et son entreprise. L'interview, c'est, je trouve, le format idéal. C'est celui que j'ai choisi pour faire des rencontres d'une autre manière et pour comprendre ce que représente le réseau pour mes interlocuteurs. Quel est le point commun avec LinkedIn que j'affectionne tout particulièrement et pour lesquels je propose des conseils et des accompagnements? En fait, c'est via LinkedIn que je partage à la fois mes convictions, mes offres, mes conseils et aussi ces interviews. Pour l'instant, je vous laisse écouter ce nouvel épisode de J'adore réseauter avec mon invité du jour et découvrir en quoi le réseau compte pour lui. Bonne écoute! Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le podcast J'adore réseauter. Aujourd'hui, j'accueille quelqu'un de particulier, comme toujours, on dirait, mais bon, aujourd'hui c'est un peu particulier parce que je vais aller interviewer un grand intervieweur, Steven Kitira, et je suis tellement ravie de te retrouver ici aujourd'hui et d'avoir ce privilège de te poser des questions. Donc, Bonjour Marie, ouais, je te souhaite la bienvenue. Merci. merci à toi pour ton invitation. Et puis c'est grâce à Rana Banarani qui nous a mis en lien, en contact, qui fait un énorme travail aussi. Et en tout cas, ravi de partager ce moment ensemble. Ouais. Merci d'avoir répondu présent. Alors, pour t'introduire un peu, on peut dire que c'est ta curiosité qui t'a emmené sur le chemin vers d'autres personnes. Tu as interviewé plus de 700 personnes, personnalités, connues ou pas connues, et je pense surtout pas connues. Ce qui ne gâche rien à la personnalité ou à la valeur des personnes que tu as interviewées. Euh, Tu te définis comme un journaliste, un découvreur, un reporter d'investigation. Et moi, j'ai très envie d'en savoir plus, même si je te connais déjà un peu. Mais est-ce que tu pourrais peut-être d'abord te présenter? Oui, bien sûr Marie. En tout cas, oui, bonjour aussi à nos auditeurs qui nous écoutent. Pour me présenter, alors je m'appelle Steven Kittirat, j'ai 37 ans, bientôt 38, le 10 octobre. Je suis un indépendant dans le sens journaliste indépendant. J'aime bien préciser indépendant parce que je suis pas journaliste officiel. J'ai pas de diplôme. Je suis pas passé par une école. Donc j'ai tout appris sur Internet. Tout mon travail se trouve sur YouTube. Donc vous tapez Steven K. Et là il y a toutes mes interviews, mes 700 interviews. J'ai commencé en 2016 suite à une remise en question existentielle. Je me cherchais en fait. Et je me cherche encore, hein. Que faire? Suis-je bon là? Dans quel domaine je suis pas bon? Donc, du coup, je suis passé par plein de questionnements sur moi-même. Et là où j'ai trouvé, on va dire, un angle, je me suis dit, tiens, je suis quelqu'un de curieux. Mais curieux, ça suffit pas. Alors, tu te dis, bon, bah, c'est bien, t'es curieux. Donc, du coup, je me suis dit, bah, ok, on va pousser encore un peu plus loin. Et j'ai toujours pas trouvé. Sauf un jour, quand j'ai rencontré une personne à la gare Saint-Lazare qui s'appelle Gassan, qui a plus de 70 ans aujourd'hui, qui fait du skateboard à l'envers, en équilibre, sur deux mains. Incroyable. On a sympathisé, on a créé des liens d'amitié très très fortes. Et puis petit à petit, on s'entraînait ensemble. Et là, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien l'interviewer, parce que c'est quelqu'un qui mériterait d'être visible. Et ça a commencé comme ça. Donc voilà, j'ai commencé par lui, puis j'ai fait une petite liste de 10 personnes, et puis finalement, c'est 8 ans plus tard, je suis à 700 interviews, et puis je suis allé dans plein de domaines divers et variés, toujours avec l'idée d'apprendre sur soi-même, en fait. C'est une quête personnelle. Je dis avant tout, c'est une quête personnelle. Et j'avais envie aussi de partager aussi mes rencontres, de ce que j'en ai appris, de montrer en fait à plein de personnes qu'il y a plusieurs chemins en fait. On le sait, mais de matérialiser, c'est pas pareil. Euh, je prends des exemples, par exemple, tu vois,
On dit souvent le temps n'existe pas. Bon, ça, c'est des choses que des fois on entend souvent. Alors moi, je me suis dit, tiens, ok, le temps n'existe pas, je vais rencontrer les personnes qui fabriquent le temps. Et j'ai trouvé, ça s'appelle le BIPM, qui se trouve à Sèvres, et c'est eux qui organisent, qui définit le temps terrestre. Donc, tu vois, c'est super intéressant de matérialiser des choses. Par exemple, on dit, ah, en France, on a des gens incroyables, on a des gens incroyables dans plein de domaines. OK. Bah, du coup, je vais aller les chercher, je vais les interviewer, je vais les matérialiser pour qu'on puisse les entendre, les voir, mettre leur nom, leur prénom. Donc, tu vois, ça change en fait qu'on matérialise du coup les choses. Et là, on se dit, waouh, effectivement, de le voir, c'est pas pareil que de le croire ou d'espérer, en fait, si tu veux. Donc, je Mm. suis passé, si tu veux, de l'espoir à la réalisation matérialiste des choses, montrer les choses telles qu'elles sont. Et après, j'aimerais passer après une seconde étape qui est du coup vraiment interconnecter le public avec les intervenants, pourquoi pas en organisant des conférences. Mm. Voilà. Mm. Merci pour la présentation. Euh, Si je comprends, à un moment donné dans ta vie, tu es peut-être en quête de sens ou en quête d'en savoir plus sur toi-même. Et c'est cette rencontre qui est un peu déterminante, qui fait que tu vas interviewer Ghassan, mais ça aurait pu s'arrêter là, tu aurais pu continuer ta quête personnelle, tu aurais pu continuer à apprendre sur toi de plein de manières différentes. Il y a la méditation, il y a le développement personnel, il y a plein de manières de se rencontrer finalement soi-même. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'après cette première interview, euh, ta curiosité, elle s'ouvre en fait encore plus. Qu'est-ce qui fait que tu dresses cette liste, cette première liste de personnes à interviewer? Qu'est-ce qui te fait continuer cette quête et le fait d'aller vers les autres, quoi? Je- Ça, c'est vraiment une très bonne question parce qu'en fait, je dis souvent, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'instinct, à l'intuition, mais c'est un peu trop vague comme réponse. Mais en fait, c'est plein de fils. En fait, on parle de réseau. Donc, du coup, tu vois, je me suis un peu documenté sur l'origine du mot réseau et c'est intéressant. Ça vient du latin retis et en fait, c'est en gros tisser des liens, des toiles. Et c'est un peu ma démarche, en fait, depuis le début. J'essaie d'un peu de tisser les choses de manière artisanale, parce que je suis quelqu'un d'indépendant, donc j'ai pas de... Je autofinance tout moi-même, en fait, hein, parce qu'à côté, je travaillais autant que coursier à vélo, et après, j'ai travaillé dans un club med gym, sport. Donc j'ai tout autofinancé moi-même, les voyages, les caméras, les micros, plein de choses. Et je suis par contre assez fier de ça parce que j'ai de compte à rendre à personne. Ça me fait plaisir. Et je peux choisir l'invité qui me correspond. Et peut-être que si je travaillais pour quelqu'un, bah, j'aurais pas pu, tu vois. Donc en fait, j'ai une énorme liberté de choisir l'intervenant que je souhaite. Et donc, c'est peut-être ça qui m'a aussi permis peut-être de continuer encore aujourd'hui parce que j'ai pas eu peut-être de supérieur, de directeur qui disait, comme certains médias que je connais, qu'il faut passer par plusieurs strates pour enfin, avoir une validation, on va dire, du sujet Mm. de la personne que tu aimerais aborder. Donc, ça m'a donné une grande liberté. Et aussi, j'ai senti que j'avais comme un pouvoir, en fait, tu vois, de choisir la personne que je souhaite rencontrer. C'est énorme, en fait. Là, je parle juste sur le prisme de l'interview, mais il y a tellement, comme tu dis, il y a tellement Je pense qu'il y a la peinture, il y a le sport, il y a la musique, enfin, il y a tellement des artefacts, en fait, magiques, en fait, qui permettent de tous nous rencontrer. Et en fait, Mm. moi, j'ai choisi les interviews parce que c'est quelque chose, bah, moi, qui me correspondait, mais ça aurait pu être peut-être quelque chose. Mais voilà, ça, j'ai appris petit à petit qu'en fait, il faut être avant tout passionné. Et quand tu es passionné par quelque chose, c'est intéressant. Par exemple, tu peux être passionné par des escargots, eh ben, ou de trains. Euh, Tu attires des gens qui sont pas forcément intéressés par ce que tu fais au départ, mais en fait, c'était tellement habité, passionné par ce que tu fais que du coup, les gens, bah, tu les attires. Et je trouve ça magique en fait comme pouvoir. Donc, Mm. donc moi, Mm. quand j'ai vu ça de mes propres yeux, ça m'a.
Je me suis dit, ouais, en fait, on a plusieurs univers sur cette planète, c'est incroyable, il y a Mm. tellement de chemins. Je disais à un ami qui s'appelle Dao que quand je rencontre une personne, j'ai l'impression de rencontrer un... C'est comme un jeu, un parc d'attractions, en fait. Il y a des parcs d'attractions qui sont plus ou moins puissantes et d'autres un peu monotones ou fades, mais je suis pas en attente. Je me dis, bon, bah écoute... peut-être aller creuser encore un peu plus. Et le sens que j'ai, je pense, le plus développé à travers mes interviews, et c'est ça qui m'a permis aussi de continuer, c'est l'écoute. On ne se rend pas compte parce qu'en fait, on est dans une société, et ça, je le remarque à travers les gens que je rencontre, les gens aiment beaucoup parler d'eux. C'est ce que je suis en train de faire, hein. Mais ils parlent d'eux, mais ils sont pas dans l'empathie de l'autre. Souvent, c'est juste pour bercer leur histoire, mais ils écoutent pas l'autre. Et moi, je trouve que c'est un énorme pouvoir d'écouter les autres parce qu'on en apprend beaucoup, en fait, plus qu'en parlant de soi. Mm. Voilà, petit à petit, quand j'ai découvert ça, je me suis rendu compte que chaque personne que je rencontrais ouvrait leur âme, leur histoire. Et là, je me sentais comme un privilégié à ce moment-là. Je me suis dit, waouh! C'est énorme ce que cette personne te raconte pour moi c'est des cadeaux, tu vois. Donc Mm. tout ça m'a beaucoup donné confiance en moi et je me suis rendu compte qu'il y a pas de niveau si tu veux. Tu peux rencontrer des gens incroyables qui ont fait des choses extraordinaires. Je pense au producteur des Seigneurs des Anneaux ou bien au père d'Elon Musk ou bien un champion olympique, ce que tu veux, mais c'est des humains, quoi, comme nous. Et en fait, Ouais. dans la vraie vie, ils ont aussi leur vulnérabilité et Mm. ils savent faire des choses que toi, tu sais peut-être mieux faire qu'eux. Et en fait, c'est super intéressant. Du coup, je me Mm. sens aussi privilégié à travers les interviews. On a une place un peu comme VIP en fait, et que beaucoup de gens ne voient pas. Mais ça, c'est un peu normal parce qu'ils sont pas dans un cadre d'interview. Quand je parle des gens, c'est ceux qui viennent dans les conférences et qui les voient un peu comme des idoles. Ils voient que cet aspect-là, mais c'est des humains en fait. Et en fait, Mm. moi, je dis toujours, en tout cas je parle avec eux, ils se prennent pas pour des gens qui ont tout accompli et tout est fini. Ils sont des éternels apprentis. Et en fait, c'est un peu le message que j'essaie un peu d'apporter, tu vois, à travers mon média. C'est pour ça que j'ai interviewé aussi des gens pas forcément connus. Je pourrais faire que un média avec que des gens un peu connus, si tu veux, mais après, ça, c'est une autre question. Qu'est-ce que c'est être connu? Ça, j'avais déjà expliqué ça à une interview que j'avais donnée avec Réjeanne. Connu, ça veut dire quoi? Ça veut dire être connu par ce que tu fais, par ce que tu es. Mm. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est surtout les gens qui ont fait des choses. Donc, personne connaît le dessinateur du TGV, personne connaît le premier pilote à avoir franchi le mur du son avec le Concorde, personne connaît le créateur du Post-it, euh, personne connaît la personne qui permet de remplacer il remplace la peau des corps brûlés, c'est un pionnier dans ce domaine. Enfin, c'est des gens tellement importants en fait dans notre société, on Ouais. n'en parle Mm. pas en fait. Mais moi je trouve, c'est pour moi des superstars. Mm. Je suis en admiration quand je les rencontre, je suis même émerveillé et à chaque fois quand ces gens-là me répondent oui, je suis content. J'ai l'impression que je vais rencontrer, waouh, Mm. c'est quelqu'un d'incroyable et c'est le cas en fait. Ouais. Et là, quand cette personne, en fait, te dit en retour, waouh, merci de m'avoir contacté, je suis honoré. C'est plutôt moi qui suis honoré. En fait, c'est assez intéressant. Et puis, en fait, ils m'apprennent beaucoup par leur humilité aussi. Et Mm. donc, c'est comme ça, en fait, tu vois, que petit à petit, je me suis un peu imprégné de leur caractère et ça m'a beaucoup inspiré dans ma Ouais. démarche. Mm. Moi, j'ai l'impression en fait que tu es attiré euh, par la passion de ceux qui créent, qui innovent. Euh, et comme en fait, c'est souvent, en tout cas ceux que tu as été interviewés sont souvent dans l'ombre. Ils sont souvent dans l'ombre
de leur création parfois. Tu vois, tu parlais du créateur du TGV. On connaît tous le TGV et la première fois qu'on utilise, qu'on emprunte le TGV, on est content, on se dit, enfin moi je me rappelle la première fois. Mais on ne connaît pas, hein. C'est vrai, on ne connaît pas la personne qui l'a imaginé, qui l'a créé. Euh, Tu parlais sans doute d'un médecin ou d'un chirurgien qui a utilisé, enfin, voilà, qui a imaginé des technologies pour venir en aide aux grands brûlés. On sait que ça existe, mais on ne sait pas qui est derrière. Et je pense que du coup, tu es aussi attiré par leur passion. Ta curiosité fait que tu es attiré par leur passion et en même temps, tu es émerveillé par bah, à la fois ce qu'ils ont créé et peut-être aussi leur humilité. C'est Le ça. fait qu'ils soient restés simples malgré leurs grandes actions, leurs grandes réalisations. Mm. C'est ça. Et donc je disais, tu vois, c'est un parc d'attraction et j'ai l'impression d'être dans un énorme parc d'attraction et ça devient un jeu en fait. Et là, c'est génial. Mm. D'ailleurs, Philippe Croizon, ouais, qui a été journée mondiale du rêve aussi, Ouais. ambassadeur, que j'avais interviewé il y a 6 7 ans, il me disait, Steven, je vois la vie comme un jeu. Et je comprends beaucoup mieux l'ampleur de cette phrase. Euh, c'est vrai, il y a des jeux, et dans ce jeu, bah, des choses qui vont pas forcément, sont pas faciles non plus. Voilà, mais je suis passé par pas mal de phases. Hein. C'est 8 ans, mais voilà, 700 interviews, ça n'a pas toujours été évident par moments. Il y a des envies, il y a des moments où tu as envie d'arrêter, il y a des moments où tu doutes de toi. Euh, Et du coup, qu'est-ce qui voilà. fait à la fois, moi j'ai envie de savoir d'abord comment, peut-être au départ et peut-être aujourd'hui, tu, tu choisis, tu décides qui tu as, ou tu listes en tout cas, parce que peut-être que tout le monde ne dit pas oui, mais comment tu listes les personnes que tu souhaites interviewer. Et puis peut-être aussi après, bah, comment ta manière de faire, elle évolue en fonction justement bah, de ton bien-être ou en fonction de tes difficultés. Ouais, j'ai très envie de savoir tout ça. Mm. En fait, je suis quelqu'un d'inconstant. Je pense, je suis pas quelqu'un de forcément, tu vois, carré ou il y a des choses que je prévois. C'est vrai, il y a des interviews que je prévois d'avance et d'autres qui me viennent comme ça sur le moment. Ça dépend en fait des moments. Par exemple, tu vois, en fait, j'ai plusieurs phases. Il y a des phases où j'étais dans la phase de pionnier, d'inventeur. Donc là, j'ai fait un peu pas mal d'inventeurs. Tu vois, l'inventeur du portrait robot. Inventeur, j'ai fait qui d'autre? Ouais, dessinateur de l'Apogée 205. J'essaie un peu de toucher un peu plein de domaines différents parce que je trouve ça génial, un peu un peu, j'appelle ça un peu le génie français en fait. C'est s'intéresser à plein de domaines en France. Mm. Euh, en fait, et après, je suis passé dans une autre phase, l'espace. Ah tiens, je vais rencontrer Claudine Nuret, la première femme européenne aller dans l'espace, Hubert Reeves, que je rends hommage d'ailleurs parce qu'il est plus de ce monde, que j'ai rencontré 2 fois, qui m'a accueilli 2 fois chez lui. Pareil, tu vois, ces moments-là avec lui, qu'on me dit, mais il t'a accueilli chez lui, j'y crois pas, Hubert Reeves. Je dis, ouais, il m'a accueilli chez lui en pyjama. C'était assez marrant d'ailleurs. Et tu vois, c'est touchant en fait. Et c'est aussi, c'est là où tu vois l'ampleur de la personnalité. Tu dis, waouh, waouh, avec tout ce qu'il a fait, et il t'accueille chez toi, quoi alors qu'il ne me connaît pas, je suis un inconnu, je suis pas un journaliste, tu sais, de la télévision. Euh, et c'est aussi peut-être à travers ça aussi que je voulais transmettre à travers mon média, c'est qu'en étant quelqu'un d'inconnu, on peut rencontrer des gens connus et des gens inconnus, évidemment. Mais c'est ça que je voulais montrer, parce que tu vois, quand tu es à la télé, je dis pas ça, mais c'est un peu plus facile de rencontrer un peu des personnalités parce que tu es dans la télé, quoi. Mm. Euh, c'est pas toi qui va prendre le téléphone, c'est pas toi qui va appeler l'accueil. Par exemple, Jacques Séguéla, j'ai appelé l'accueil d'Avas. Je suis passé par l'accueil, et puis après par l'accueil, tu passes par l'assistante, et puis par l'assistante, tu passes enfin par lui, quoi. Donc c'est un challenge, c'est des défis en fait, si tu veux, et quand tu y arrives, eh ben, t'es content. Mais j'ai souvent plus eu des non que des oui, hein, tu vois. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de oui, mais parfois j'ai eu même plus que des non. J'ai même des fois eu pas de retour du tout. C'est Mm. un peu comme les CV, quoi. Si tu veux, t'envoies ton CV, des fois t'as pas de réponse. C'est la même chose.
Mm. Le truc, moi, j'allais sur plusieurs directions en même temps. Je me focalisais pas sur une personne, parce que si tu penses qu'à une personne, tu vas penser nuit et jour à cette personne. Donc, Mm. j'allais sur à peu près 5-6 profils différents en même temps, ce qui ne me permettait pas d'attendre et du coup d'avancer sur d'autres fils. Mm. Et parfois, j'avais même oublié certains que j'avais perdu de vue depuis 2-3 ans et dit, tiens, je vais la recontacter. Et puis, du coup, cette personne a dit oui à ce moment-là. Donc, c'est assez drôle. Des fois, il y a des interviews qui ont duré enfin, j'ai eu des attentes de 5 ans. Il y a des personnes, j'ai entendu 5 ans pour pouvoir les interviewer. Mais je Mm. les attendais pas eux, forcément, parce que j'étais sur d'autres profils. Donc, Mm. et pas le prendre contre soi, en fait, aussi. Parce que souvent, on se dit, ah, il dit non parce que je suis un petit média, c'est parce que je suis pas visible, je suis pas connu. En fait, on sait pas. On sait pas, et on connaît pas la vie des gens aussi. Donc, Mm. et puis voilà, j'ai eu aussi pas mal d'obstacles. Par exemple, tu vois, je voulais rencontrer un monsieur qui était alors je m'appelle Tony Gomez, on l'appelle le roi de la nuit. Donc lui, il organise un peu tous les fêtes en boîte de nuit à Paris. Et je suis tombé sur son assistante qui m'a dit non, bah désolé, Tony Gomez ne pourra pas être disponible. Mais j'ai une intuition aussi derrière. Je me suis dit, elle me dit ça, je sais pas pourquoi, j'ai senti que c'était un peu faux. Donc je suis passé par un autre chemin. J'ai réussi à l'avoir directement, Tony Gomez, et puis mais lui il m'a dit OK. Donc tu vois, des fois, faut pas forcément prendre le oui ou le non définitivement, et puis Mm. passer par un autre chemin en fait. Mm. C'est pour ça. C'est un peu un mélange d'intuition, de persévérance, et aussi ouais, faut vouloir en fait. Oui, oui. Mm. Et, et dans tes choix, comment tu fais ces listes de personnes? Est-ce que c'est parce que tu lis beaucoup? Est-ce que tu consultes beaucoup les médias? Comment tu arrives à, entre guillemets, sélectionner? Bon, j'ai entendu quand même une partie de... Je voulais interviewer beaucoup d'inventeurs, mais après, comment ta liste, elle se construit? Bien sûr. Alors, sur ma chaîne YouTube, tu vois, il y a 30 thématiques. Donc, parmi ceux-là, il y a les inventeurs. Puis après, tu as plein de domaines. J'ai fait les entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs, j'en ai fait pas mal aussi. J'ai rencontré Enfin, j'étais en visio. J'ai fait le directeur du Cirque du Soleil, le directeur du Festival de Cannes, secrétaire général du Festival de Cannes. Là, récemment, le président des World Skills, donc c'est un peu les Jeux Olympiques des métiers. Ça va être super intéressant. En fait, j'essaie un peu de créer des cohérences, si tu veux. Là, Mm. les Jeux Olympiques sont terminés. Bon, là, c'était ma phase Jeux Olympiques, donc j'ai pas forcément voulu rencontrer des athlètes parce que ça, c'est des personnes que j'avais déjà rencontrées avant. Puis là, ils étaient en compétition, donc c'était un peu plus compliqué. Là, j'ai voulu rencontrer, approcher un angle qu'on parle jamais aux Jeux Olympiques, qui est en fait qu'il y a un endroit où tu peux prier, si tu veux, à l'église. Il y a une église en fait, spécialement conçue pour les Jeux Olympiques. Ça, on n'en parle quasiment pas, tu vois, Mhm. initié par Pierre de Coubertin. Et là, j'avais interviewé l'évêque. Donc là, tu vois, ça, c'était super intéressant, cet angle-là. Et là, je me suis dit, tiens, je vais continuer à faire dans la même lignée que les Jeux Olympiques, du sport. Là, j'ai vu qu'il y avait aussi les Jeux Olympiques des métiers, où Mm. c'est des jeunes, en fait, qui s'affrontent. Mm. Et là, ça s'est passé en France, à Lyon, Lyon 2024. Tu vois, et ça, on n'en parle pas énormément, je trouve. Mm. Parce que c'est encore, c'est beau, les métiers. Là, on parle de métiers tout ce qui concerne les métiers artisanales, quoi. Et Mm. donc, euh, et donc là, tu vois, j'ai voulu compléter un peu ma démarche. Après, c'est souvent des rêves d'enfance. Par exemple, tu vois, je me dis, tiens, petit, qu'est-ce que tu aimais faire? Tu aimais faire des châteaux de sable. Donc là, je me suis dit, tiens, il existe peut-être des championnats du monde de châteaux de sable. Donc là, je suis parti dans ce milieu-là. Et puis après, en fait, tout ce que je vois, m'inspire. Là, je vois un truc sur les pigeons voyageurs. Je me dis, ah tiens, il existe des championnats du monde de pigeons voyageurs en France. Par exemple, la colombophilie, ça s'appelle. Eh ben, tiens, j'ai rencontré les champions du monde de colombophilie. Mm. Et au-delà de ça, c'est l'histoire qui est intéressant. C'est comment ça fonctionne, comment ça marche. Ouais, c'est là que tu découvres hein, plusieurs univers. Et puis voilà, après, j'ai lu pas mal, c'est vrai aussi, j'ai lu pas mal, Mm. mais tardivement, parce qu'à l'école, j'étais pas très, on va dire,
bon dans le sens, je suis pas quelqu'un qui arrive à être dans une case. Je suis hors case en fait. Mm. J'ai du mal avec le fait d'apprendre les choses par cœur juste pour les apprendre par cœur. J'aime bien comprendre le pourquoi du comment. Et donc, c'est plus en 2006, entre 2006 et 2008, j'avais quoi? J'avais quel âge à ce moment-là? Oh là, ça date, hein. J'avais peut-être, ouais, j'avais 18 ans, entre 18 ans et 20 ans. Et ben, j'ai commencé à aller dans des bibliothèques et c'est là que j'ai commencé à lire. Et là, j'ai commencé à m'intéresser aux histoires des gens, aux autobiographies. Donc là, je lisais Mm. beaucoup Charlie Chaplin. Je lisais beaucoup je regardais beaucoup des films de l'époque qui m'inspiraient énormément. Et c'est peut-être comme ça que je me suis intéressé après aux pionniers, tu vois, justement. Mm. Donc, ouais, alors, tu vois, aujourd'hui, je peux faire quelqu'un qui est dans la mode et le lendemain, je peux faire quelqu'un qui est dans un autre univers, qui a rien à voir, qui est un jardinier, par exemple. J'ai pas Mm. de... Ma ligne directrice, en fait, c'est montrer aux gens qu'il existe plusieurs parcours et chacun est libre de choisir le parcours qui l'intéresse. En fait, j'impose pas forcément un parcours et aussi... bon, après, forcément, j'ai pas forcément aussi, du coup, beaucoup de vues aussi sur Internet, peut-être à cause de ça. Mais par exemple, tu À vois, cause à cause de quoi? À cause du fait que tu n'es pas spécialisé et que ouais, tu t'adresses que tu interviewes tout type de personnes finalement. c'est Je pense ça. que... Mm. Ouais, parce qu'en regardant un peu les choses, en analysant un peu les choses, j'ai remarqué ceux qui marchent, on va dire, le plus, c'est ceux qui sont beaucoup spécialisés. Et ceux qui sont pas spécialisés, là, je vois par exemple Thibaut Inchep qui fait des interviews, parce qu'avant, il faisait pas des interviews, c'était plus le côté sport. En fait, moi, j'ai fait totalement l'inverse d'eux. Je me suis pas du tout spécialisé, j'ai fait d'abord des interviews sans être personne. Donc, c'est un peu plus compliqué, du coup, de me suivre. Et après, je sais que j'aurais pu surfer sur certains domaines, mais ça m'intéresse pas parce que je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite aussi. Mm. Donc, après aussi, je suis pas quelqu'un qui forcément raconte mes histoires. Ça peut-être que je devrais le faire. Donc là, j'ai un projet de livre que je suis en train de faire, d'écrire, où je vais un peu raconter les coulisses, ma démarche, les rencontres, comment j'ai autofinancé tout ça. Parce qu'on pose souvent la Mm. question, comment tu finances tout ça? Mm. J'ai tout financé moi-même, les trajets, j'ai pris le train, le bus, le vélo, le covoiturage, j'ai fait des choses hallucinantes. Mais tout ça avec mes propres moyens. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans mon cas aussi qui souhaitent avoir beaucoup de visibilité et qui comprennent pas pourquoi ça fonctionne pas alors qu'ils ont des super projets, hein. Je le vois, il y a des personnes, je vois, ils ont des projets incroyables qui mériteraient d'être beaucoup vus aussi. Ouais. Donc, j'essaie aussi un peu de les mettre en lumière. Par En exemple, là, tu lumière. vois, Mm. actuellement, je suis plus dans le côté créateur de contenu asiatique. Parce que là, j'essaie un peu de me reconnecter avec mes origines asiatiques. Ouais. Et là, je vois qu'il y a un super podcast là qui s'appelle donc elle s'appelle Linda qui s'appelle Banmi, qui fait vraiment qui a un super podcast qui parle des Asiatiques qui sont nés en France et comment ils voient, comment ces Asiatiques de France voient les Asiatiques à l'étranger. Parce qu'en fait, on est un peu quand on est en France, on se sent un peu étranger. Quand on est en Asie, on est aussi étranger. Donc, tu vois, en fait, Ouais. c'est un peu, Mm. c'est un angle super intéressant qui concerne pas que les Asiatiques, qui concerne Mm. même tout type d'origine. Et beaucoup de gens je pense, ont ce dilemme, tu vois. Ils ne se Ouais. sentent pas forcément chez eux, Mm. où ils vont. Et c'est un peu mon Dans, cas aussi. dans Ouais, une moindre mesure, et parce que je n'ai pas de signe euh, racial, on va dire. Je ne sais pas si on peut dire ce terme, mais dans une moindre mesure, moi, quand je suis arrivée à Toulouse, on me posait la question, mais d'où tu viens? Parce que j'avais pas l'accent toulousain. Et finalement, quand je suis revenue, aujourd'hui, je suis revenue à Brest, euh, j'ai la chance de porter un nom breton et d'avoir évidemment mon entourage, ma famille ici. Donc ça facilite le fait de revenir, mais tu passes par une phase où bah, tu te sens pas tout à fait chez toi, ni quand j'étais dans le sud-ouest, ni quand je suis revenue au début. je Donc comprends. j'imagine quand tu portes ben, physiquement, euh, je ne sais pas trop comment le dire, mais que tu es marqué physiquement par tes origines, ben, que ça doit être difficile ou qu'il doit y avoir des moments difficiles à traverser parfois pour cette raison-là, ouais, de ne pas se sentir complètement chez soi alors que...
alors que normalement, ça devrait être le cas, quoi. C'est Donc, ça, c'est ça. Et puis, tout à fait. Et, euh, et donc, du coup, dans cette démarche-là, moi, je pense que voilà, j'ai une part d'asiatique dans ma manière de fonctionner, c'est-à-dire que je dis pas forcément les choses, mais je montre les choses. Donc, si j'aurais expliqué, tu vois, clairement mon média aujourd'hui sans avoir lancé aucune interview, ça aurait été compliqué pour la personne de comprendre. Parce qu'on m'aurait dit, mais tu vas rencontrer ces gens-là, mais enfin, limite, je pense qu'ils me prendraient de haut et puis ils comprendraient pas, quoi. Ils diraient, mais c'est quoi ta démarche? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu vas gagner de l'argent? C'est pour ça que j'ai voulu faire les choses avant. Donc, c'est pour ça que j'ai passé à peu près 5 6 ans vraiment en sous-sol. C'est-à-dire, j'ai j'ai fait que faire des interviews en fait. Donc, mais on me dit souvent, maintenant, on me dit souvent, ouais, ben, la meilleure publicité, c'est dire les choses sans les avoir faites. Moi, je fonctionne pas comme ça. J'ai mm, besoin de me sentir légitime. Parce que ça aussi, c'est quelque chose aussi d'important parce que les gens ne se sentent pas légitimes. ouais, En ayant fait énormément, tu vois, quand j'avais interviewé avec ma compagne, le père d'Elon Musk, donc Elon Musk, ouais, il disait sur son fils Elon Musk que c'est quelqu'un qui doute énormément. Il doute beaucoup, en fait. Même aujourd'hui, il doute encore. mm, Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on le voit comme voilà, comme il a fait des grandes choses, il fait des grandes choses, mais quelqu'un qui doute pas. Mais en fait, c'est quelqu'un qui ouais, doute. Et tu vois, c'est ce mm, genre de choses que j'aimerais transmettre aussi à plein de gens pour qu'eux, ils aient confiance en eux. ouais. La Euh, confiance n'exclut pas le doute, en fait. Tout à fait. Souvent, on les oppose. Ouais. Et en fait, on voit bien, et tu le vois aussi, que même si on a confiance dans ce qu'on propose en tant qu'entrepreneur ou dans notre activité, ben, on a des doutes, quoi. Donc, on imagine que les grands dirigeants ben, traversent les mêmes doutes, enfin, à leur échelle, évidemment, mais ouais. Mm. C'est ça. Et voilà, donc dans les coulisses, tu vois pas mal de choses qui se passent, tu apprends plein de choses comme ça, et toi, ça te donne du coup un angle totalement différent de ce que tu voyais, de ce que tu croyais au début. Mm. Donc là, tu es plus en phase avec la réalité, quoi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais transmettre. Et donc, du coup, je réfléchissais à plusieurs angles, comment le transmettre. Et donc, je suis pas coach en motivation personnelle parce que je trouve qu'il n'y a pas un seul chemin, en fait. Mm. Si par exemple ça a marché pour moi dans un domaine, ça ne veut pas dire que la personne, en recopiant ce que je fais, va forcément obtenir les mêmes résultats, quoi. C'est un peu comme les jumeaux, tu sais, Ouais. qu'on les met en même temps. C'est pour ça que c'est un peu, bon, pour moi, piégeux, ce genre de choses. C'est surtout, en fait, c'est beaucoup d'instinct et y aller, en fait. Et si tu te Mm. trompes, c'est pas grave, tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Ouais. C'est Et c'est alors du coup, ça. je voulais te poser comme question, toi, comment tu fais euh, euh, pour, euh, pour soigner, entre guillemets, tes peurs ou pour les éliminer de ton chemin? Comment tu fais? Moi, je suis quelqu'un de peureux, c'est-à-dire je suis toujours peureux. Mm. J'ai toujours la trouille, la frousse. Je vis avec, mais ça ne veut pas dire que je la subis, qu'elle me domine en fait. Elle fait partie de moi. Parfois, j'ai du mal à l'accepter, mais c'est parce que j'ai l'impression elle me freine, quoi. Elle m'empêche d'être réellement, montrer qui je Mm. suis vraiment. Mais elle fait partie de moi. Donc, du coup, si en fait, sans arrêt, je souhaite l'éliminer ou la faire partir, j'aimerais pas parce que ça fait partie de ma personnalité. Mais c'est grâce à cette peur que, tu vois, parfois, j'ai des moments je sais pas, je suis fier de moi de me dire, tiens, par exemple, le TEDx, tu vois, j'ai fait TEDx en 2022. J'avais Mm. extrêmement peur parce que j'ai jamais fait ça. J'ai jamais parlé dans un public, il y avait 500 personnes, j'ai jamais fait ça. En plus, on entendait ma voix avec le micro. On a fait les répétitions avant, c'était waouh, j'étais tétanisé. Mm. Et il y a un truc en toi qui te dit ah, même si tu as peur, tu sais que c'est bien de le faire. En fait, Mm. il y a un truc en toi qui te dit vas-y. Et
Et quand tu commences parce que la directrice, elle me dit, mais waouh, je te connaissais pas comme ça, quand on a fait le visio, tu étais beaucoup plus à l'aise, mais relâche-toi, et puis c'est pas grave si tu oublies des choses. Et le fait qu'elle me dise, c'est pas grave que tu oublies des choses, bah, ça m'a fait du bien parce que souvent on se dit, bah merde, si j'oublie ça, Mm. je m'en veux d'avoir pas dit à ce moment-là. En fait, on s'en fout, c'est parce que les personnes qui t'écoutent, ils savent même pas ce que toi t'as oublié. Donc, Ouais. moi, Mm. ça m'a enlevé un poids énorme, tu vois, et donc, du coup, je me dis, Mm. ok, bon, bah, je vais faire comme une discussion. Et le but, c'est de pas avoir de regrets au final, quoi. Ouais. Et donc là, j'étais assez content, mais j'avais peur en même temps, tu vois. Mm. C'est assez surprenant en fait. J'ai un peu la même surprise, ou je te partage en tout cas la même surprise qu'a pu avoir la directrice du TEDx. Euh, Parce que on sait que tu as interviewé beaucoup de personnes et ce qu'on voit de toi, c'est quelqu'un quand même assez à l'aise, alors peut-être pas à être interviewé, mais ou peut-être pas à être finalement au centre de l'attention, mais assez à l'aise en fait à d'une part mener ta barre, comme tu disais, de manière complètement indépendante, faire tes propres choix. euh, et d'aller interviewer des personnes. Euh, c'est pour ça que c'est assez surprenant, en fait. On a du mal à t'imaginer peureux, comme tu dis. Ouais, Ouais. je dis toujours à ma femme, je suis quelqu'un qui est tout le temps en contradiction. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui est timide, qui a peur. Et parfois, je sors beaucoup de ma zone de confort. Et donc, du coup, j'essaie toujours de faire des choses qui, du coup, me sortent totalement de ma zone de confort. Faire une conférence. Tu vois, là, le 10 octobre. Ouais. Je vais faire ma première conférence confession sur mon histoire, sur ma vie. Et c'est dur déjà de parler devant un public et c'est encore plus dur de parler de soi devant un public. Mhm. Et là, j'essaie toujours de viser le truc le plus difficile. C'est un peu comme, comment on appelle ça? Tu sais, moi j'avais peur des serpents et pour raconter ma peur des serpents, j'ai rencontré Philippe Gillet et je suis allé chez lui. Donc Philippe Gillet, c'est un herpétologue qui vit avec 500 animaux et plein de serpents. Bon. Et je suis allé chez lui. Tu vois, T'es j'essaie fou, t'es vraiment de. fou. Il y a un côté, je veux affronter les choses réellement en face pour de bon et en terminer le plus vite possible. Il y a un côté chez moi comme ça. Mhm. Il y a- malgré que je suis pas sûr de moi, j'aime bien me comparer à Peter Parker, Spider-Man, parce que c'est un personnage qui est pas sûr de lui, un étudiant un peu maladroit, et puis quand il enfile son Mhm. costume, il est super adroit. Et dans les Marvel, je m'y retrouve beaucoup. D'ailleurs, les gens que je rencontre, je les un peu, je les vois un peu comme des super-héros, comme des Marvel, quoi. Mhm. Donc, Ok, mais donc ouais, t'es un peu le super-héros euh, qui trimballe un peu ses peurs avec lui, mais qui y va quand même et il faut y aller, quoi. c'est ça. Ouais, ouais. Il y a Mhm. un personnage, un personnage qui est dans un film de Doctor Strange, et c'est une fille, et en fait, elle a le pouvoir d'aller dans plein d'univers divers et variés, un multivers. C'est à la mode en ce moment, on parle beaucoup du Mhm. multivers. Et moi, je pense que j'ai un pouvoir un peu comme ça, donc je vais dans j'ai l'impression tu sais, de voyager d'un univers à l'autre. C'est les gens qui m'accompagnent et ils me disent, tiens, là aujourd'hui on est avec le descendant de Louis XIV, et puis après le lendemain on est avec le monsieur des reptiles avec des alligators, et puis après le lendemain on est encore dans un autre univers avec un guérisseur énergétique qui guérit Mhm. les gens à distance. C'est un truc Ouais. qui n'a rien à voir. Donc, Mhm. mais Mhm. ça demande aussi, je pense, une curiosité, une ouverture d'esprit, une réelle ouverture d'esprit. Quand je disais matérialiser les choses, quand je dis je suis ouvert d'esprit, je le matérialise. Donc, on le voit à travers ma démarche. Ouais. Mais je juge jamais. C'est-à-dire que j'ai interviewé plein de gens, mais je suis pas dans le jugement. Je suis à l'écoute. Et du coup, la personne, elle se sent à l'aise, en fait, parce qu'elle se sent pas jugée. Mhm. On sent parfois les gens, ils veulent toujours, tu sais, dire leurs mots. Certains journalistes, ils veulent toujours, je sais pas, parler d'eux ou moi, je laisse. Je t'accueille, je prends tout ce que tu me livres, ton histoire, je suis heureux déjà que tu me livres ton histoire, je me sens honoré. Et Mhm. du coup, je respecte tout ce que tu me dis et je te juge pas, je t'accompagne en fait. Mhm. Et c'est peut-être pour ça, on va revenir à ça tout à l'heure, c'est ça après qui m'a permis de créer des liens très forts avec beaucoup de gens. Mhm. Parce que certains, en tout cas de leur part, ils me disent, moi, ça fait plaisir de rencontrer un journaliste bienveillant. Parce que des fois, Mhm. c'est un peu mal vu, des fois, ce métier. Alors, je suis pas Mhm. journaliste de métier, mais
quand tu dis t'es journaliste, quand je voyais des mails au début, c'était pas très bien vu. Ah, Hmm. c'est quoi? C'est pour me diffamer? C'est pour dire des choses? Qu'est-ce que... Ils Hmm. étaient un peu méfiants, les gens. Donc ça, c'est quand j'avais pas beaucoup d'interviews. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que j'ai compris que ce métier, il n'était pas si bien vu que ça, en même temps. Hmm. Donc, mais heureusement, maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a les podcasts qui arrivent, comme le tien, comme tant d'autres, qui permet Hmm. aussi de, un peu de, bah, du coup, ça, on différencie la télé aussi avec les réseaux sociaux, quoi. Donc ça, c'est Oui, bien. oui. Mais du coup, c'est peut-être ça aussi ton secret euh, pour que tes interviewés se livrent. C'est peut-être aussi d'être, j'ai l'impression que tu délivres toi-même les accords Toltec. Je ne sais pas si tu Ouais, es familier des accords Toltec, mais j'ai l'impression vraiment euh, que tu te les es appropriés complètement et que du coup, c'est de cette manière que tu perçois et que tu vis ta vie. Et encore plus avec tes interviewés pour qu'ils soient complètement à l'aise avec toi, quoi. Mm. totalement. Ouais, les accords de Toltec, on me l'avait offert ce livre, mais je l'ai jamais lu, tu Ah vois. oui? Non, jamais. En fait, je l'ai prêté à quelqu'un qui me l'a pas rendu. Mais c'est peut-être un signe, hein. Elle avait peut-être plus besoin que moi de ce livre, après tout. Tu vois, des fois, je vois des choses, je me dis, bon, bah, c'est comme ça. Je suis pas quelqu'un de matérialiste à la base, mais on me l'avait offert. Donc, je me dis, ah mince, c'est quand même un cadeau. Et Ouais. ouais, j'ai jamais lu des livres de développement personnel, tu vois, dis-toi. Mm. J'ai souvent. En fait, moi, c'est les mangas qui m'ont beaucoup inspiré, les films, les mangas, Ouais. les jeux vidéo. J'ai appris beaucoup de choses à travers ça. Et c'est ça qui est beau, c'est que chacun peut apprendre à. Si toi tu aimes les livres de développement personnel, bah tant mieux. Si l'autre préfère autre Mm. chose, tant mieux. Et c'est là tu vois toute la diversité de la vie. Et c'est tout ça que tu vois que j'essaie un peu de Mm. transmettre à travers les interviews que je donne. Et j'aime bien aussi le côté surprenant. Ah Mm. tiens, il fait ça, et puis boum, tout d'un coup, oh là là, il interviewe le père d'Emma Watson. Tout d'un coup, waouh, c'est pas prévu ça. Mm. Mais c'est la vie, tu vois, c'est un peu la vie, Ouais. c'est ça la vie. C'est pas, on n'est pas sur un long fleuve tranquille, tout est joué d'avance. Donc j'aime bien un peu créer des événements, j'appelle des événements, des rencontres inattendues. Parce que la vie, c'est Mm. ça, hein, c'est Eh que oui. des inattendus. Et si tu prêtes vraiment attention aux rencontres justement que tu peux faire, elles sont, euh, elles sont souvent surprenantes. Ouais, Si tu laisses la porte ouverte justement à la curiosité, à la bienveillance et au fait d'avoir un échange euh, qui va plus loin que des banalités et plus loin que son propre ego à toujours vouloir remplacer une, généralement, tu découvres en face de toi une personne voilà, qui a des anecdotes, qui a des choses magiques à t'apporter. Mm. exactement. Et suivre vraiment, pas suivre les gens forcément. Tu vois, j'étais invité à Media One. Enfin, il y avait une conférence sur Media One. Quel est le lien entre créateurs de contenu, enfin, comment de passer de créateur de contenu à Netflix? J'ai trouvé ça intéressant, la thématique. Je suis arrivé un peu en retard. Il y avait la salle de conférence, l'amphithéâtre était blindé. Il y avait trop de monde. Plein de jeunes de créateurs de contenu. Et donc, sur le plateau, tu avais alors, je ne me rappelle plus, c'était Ulysse, je crois Ulysse, je ne me rappelle plus son nom, mais c'était un créateur de contenu sur les voyages, Ouais. très très Oui, connu aussi. oui, je vois. Et Lubin, je crois, Ulysse Lubin. Et après, il y avait Justine Planchon, présidente de Media One Prod, qui était présente. Là, je me suis dit, waouh, tout le monde veut rencontrer Justine Planchon, quoi. En fait, tout le monde veut. Moi, ça m'a un peu saoulé. Il faisait trop chaud dans la salle, je sors. Je discute avec la femme qui s'occupe des vestiaires. Je discute un peu avec elle et on papote et puis elle se confie à moi. Et donc tu vois, c'est ça qui est beau. C'est pas que dans les interviews en fait. Quand je dis l'écoute, c'est dans la vie en général en fait. Mm. C'est pas juste pour faire des interviews. Et donc on discute et puis je lui dis ah tiens j'aimerais bien rencontrer interviewer Justine Planchon et puis elle me dit bah je suis son assistante en fait. Ah intéressant. Tu vois, donc tu vois, les gens ne font pas attention en fait. Ouais, ils disent, ouais, Mm. c'est la femme qui fait les vestiaires, elle prend les manteaux, c'est juste ça son rôle. En fait, tout est important, même les petits détails. Donc, elle m'a passé son contact, j'ai contacté Justine Planchon après. Le lendemain, elle me répond, et puis elle me dit, OK, du coup, je reviens, je retourne à Media One et je l'interview.
J'ai interviewé dans son bureau. Et d'ailleurs, c'est la seule interview qu'il y a dans son bureau parce qu'elle n'a jamais été interviewée par un créateur de contenu, Justine Ponchon. Elle Mm. accepte pas facilement finalement parce qu'elle dit oui, elle accepte tout le monde, mais en fait, pas tant que ça. Et donc, du coup, je me suis senti. Elle a vu mon travail en fait et ma démarche. Mm. Peut-être que l'assistante a dû lui dire des choses aussi. Ouais. Donc, tu vois, Mm. c'est. Parfois, on veut aller dans cette direction-là, on croit que c'est là, mais en fait, non, il faut peut-être aller ailleurs. Là, on Mm. pense pas que c'est. Oui, Donc, oui. c'est J'allais la te, curiosité. j'allais te demander comment tu tisses des liens, comment tu rentres en contact avec tes interviewés. Tu viens de m'en donner un exemple. Est-ce que tu peux me dire, peut-être que là c'était un exemple un peu différent, un peu surprenant qui t'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Euh, Sinon, quand tu as quelqu'un en tête et que tu n'as pas forcément prévu de le rencontrer en vrai dans les jours ou les moments à venir, comment tu t'y prends? Bah, par exemple, je regarde des fois des. Bon là, récemment, on est parti en Bosnie avec ma femme. On était visiter les pyramides de Bosnie. Donc on a vu la plus haute et la plus ancienne pyramide du monde. Et en fait, il y a plein de pyramides dans le monde entier. On ne se rend pas compte. On parle toujours de l'Égypte, du Mexique. Et donc c'est là-bas où d'ailleurs Novak Djokovic vient se ressourcer. Et donc on a interviewé tous les deux un monsieur qui s'appelle Sam Osmanagic. Et donc, on va là-bas, on a passé une semaine magique, et puis on voit qu'en fait, les pyramides, enfin, ils ont parlé des pyramides, des tunnels, parce que c'est lié, hein, les tunnels et les pyramides. Les tunnels, en fait, c'est des lieux où tu peux te ressourcer. Il y a pas d'ombre, en fait. Donc, on a appris plein de choses sur les mystères des pyramides. C'est quoi leur véritable fonction? Et encore, on n'en sait pas plus. Alors lui, il dit des choses assez surprenantes, hein, tu vois, les momies n'ont pas existé, c'est pas des lieux c'est pas des lieux où on enterre des cadavres. En fait, c'est l'inverse, c'est des générateurs d'énergie en fait, des pyramides. Et donc donc là-bas, on parle aussi de Nikola Tesla. Donc ça, c'est aussi un personnage qui m'intéresse énormément. Qu'est-ce que je fais? Donc du coup, je vais faire de mes recherches et je sais un peu d'approfondir. Ça, c'est des enquêtes, hein, ce que je fais. Je mène Mhm. des enquêtes. Et je me dis, tiens, je voudrais en connaître un peu plus sur Nikola Tesla. Donc, du coup, je cherche sur Internet l'un des plus grands spécialistes de Nikola Tesla. Il y en a deux, j'en vois deux. Bon, un qui est mort et un qui est encore en vie, un Américain, Mark Siffer, qu'on va bientôt interviewer le 4 octobre. Et donc, du coup, je tape Mark Siffer sur Google, je vais sur son site, je le contacte. Très, très vite, il me répond OK. Bah, généralement, j'ai envie de te dire, c'est un peu plus simple parce que c'est pas forcément des gens connus, tu vois. Mais c'est des gens Mhm. super intéressants parce qu'en fait, ils ont fait un documentaire sur Nikola Tesla dans lequel Mark Siffer, historien, biographe de Nikola Tesla, apparaît. Il y a Ouais. 5 épisodes, donc c'est des mini-séries de 45 minutes, 50 minutes. C'est super intéressant. J'ai appris des choses sur Nikola Tesla que je ne savais pas du tout enfin, waouh, et ça, j'ai hâte de pouvoir le partager avec des internautes. Et donc, du coup, tu vois, c'est des gens tellement intéressants, mais pas du tout visibles. En tout cas, jamais interviewés, en tout cas, par des francophones. Mhm. Donc je fais des recherches comme ça, ou sinon qu'est-ce qui se passe par exemple, là, tu vois, j'ai des projets, des futurs projets. Je me dis, tiens, j'aimerais bien faire un record du monde je me suis inscrit au Guinness des records, en fait, avec André Bélibi, qui est le champion du monde de bain glacé. Et donc, on aimerait faire un record du monde d'interview dans un bain glacé, la plus longue interview. Donc, tu vois, et c'est des projets comme ça qui me viennent, ou sinon, là, je t'avoue, j'ai beaucoup moins d'idées par rapport à avant, parce que j'ai fait pas mal tu vois, j'ai fait pas mal je fais les gens que moi je voulais, en fait, rencontrer. Maintenant, Mhm. c'est que du bonus, quoi. J'ai pas vraiment une personnalité que j'aimerais. Et quand tu dis que tu envoies un message à une personne que tu veux interviewer, ça se Ouais, passe généralement comme ça, de la manière la plus simple, en fait, c'est ça. où tu Oui, décroches ton téléphone. Et tout quand à tu disais fait. tout à l'heure que tu avais décroché ton téléphone pour appeler Havas, pour être mis en relation et échanger avec ces gars-là, ça se passe généralement de la manière la plus simple, comme Ouais. ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, quand tu vois, Harold Parizeau, à l'époque du Chinese Business Club, il a invité Macron, je crois, en 2017, et il est passé par Bercy. Il a appelé à l'accueil de Bercy. Quand il raconte cette histoire-là, je sais qu'il ment pas. Je sais que c'est vrai, parce que de la manière comment il le raconte, la démarche comment il le raconte, avec l'énergie qu'il raconte,
tu vois qu'en fait, c'est véritablement ça, en fait. C'est vraiment Mm. l'audace, en fait. C'est y aller, ok, bon, je ne l'ai pas fait, mais tu veux contacter, je sais pas, Bernard Arnault, faut peut-être passer par l'accueil, en fait, tout simplement. Ouais. Mm. Euh, et puis, peut-être passer par quelqu'un d'autre qui le connaît, en fait. Il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs façons de procéder. Mm. Mais en tout cas, je me dis pas dans ma tête, c'est pas possible, est-ce que tu le fais, est-ce que tu le fais pas. Pardon, je vois la personne, je me pose pas la question, j'y vais, quoi. Mm. J'envoie le mail ou j'appelle. Ok. Donc, On dit souvent, tu vois, euh, le sujet du podcast, là, c'est le réseau. Et on dit souvent que la meilleure façon d'entrer en relation avec quelqu'un, c'est justement d'être recommandé. Que quelqu'un d'autre t'introduise à cette personne parce que bah, du coup, il y a une confiance naturelle dans, dans la personne qui fait que toi, tu es le bienvenu, tu es déjà un ami, quoi. Est-ce que c'est aussi de cette manière que tu rentres en relation avec tes interviewés? je te remercie pour cette question parce que tu vois, pour être franc et honnête avec toi, dessus, alors moi, j'ai jamais demandé à quelqu'un de me mettre en contact avec un tel. Enfin, Mm. il y a quelques personnes si tu veux, mais pas pour les interviewer. Souvent, quand on me mettait en contact, quand la personnalité voulait me mettre en contact avec une personne, ça marchait généralement pas. C'est bizarre, Mm. hein, ça marchait pas. Mm. En fait, j'ai l'impression de repartir à zéro à chaque fois. Mm. C'est ça. Je sais, par exemple, tu vois, Jacques Séguéla connaît plein de monde. J'ai demandé peut-être une fois à rencontrer une personnalité, mais après, je sais qu'il connaît plein d'autres mondes, mais j'ai pas envie d'embêter avec ça. Mm. Bon, même si peut-être ça va pas, peut-être il serait pas dérangé, mais je préfère me débrouiller par moi-même. En fait, je sais pas, il y a un petit côté aussi chez moi qui aime me challenger, en fait. Me dire, tiens, est-ce que Mm. tu vas y arriver à faire ça? Donc, non, généralement, en tout cas pour ma part, ça n'a jamais marché le fait que quelqu'un me recommande Mm. un tel. C'est toujours cas par cas. Euh, Ok. j'ai fait des choses. Donc, peut-être que Ok. peut-être que je devrais, peut-être, parce qu'avec tous les contacts que j'ai, je pense que je peux atteindre certaines personnes encore. Mais Mm. non, en fait, je me laisse aller aussi. Si ça se fait, ça Mm. se fait. Ça se fait pas, ça se fait pas. Je me prends vraiment pas je mets pas la pression Mm. dessus. Tu Ok. vois, là, je voulais rencontrer Peter Jackson, donc du coup, le réalisateur de Seigneur des Anneaux. J'ai Mm. demandé à Barry Osborne, donc le producteur qu'on a interviewé. Il m'a passé le numéro d'une agence. Je suis passé par l'agent. J'ai dit que c'était de la part de monsieur Barry Osborne, mais ça n'a pas marché. Tu vois. Mais en fait, Mm. c'est peut-être que Peter Jackson, je sais pas, peut-être un jour, je vais rencontrer quelqu'un qui le connaît. Peut-être je vais le croiser ou je sais pas dans un événement. En fait, tout peut arriver. Donc, Mm. mais ça a rarement marché en fait quand quelqu'un me Mm. commandait. Ce que tu es en train de dire aussi, peut-être, c'est que ta personnalité authentique, elle et ta curiosité, elle transpire. Et quand tu joins la personne, quand tu arrives à la rencontrer, à lui exposer ton projet ou ton envie, euh, c'est aussi cette authenticité, cette curiosité qui touche l'autre personne, peut-être finalement plus qu'une recommandation l'aurait fait, quoi. Tout à Et, fait. Ouais, mm, ouais. Parce que tu vois, il y en a certains, ils ont interviewé Macron. Alors, ils s'est dit, ah, c'est bon, si tu fais Macron, tu vas remonter encore plus. Ça marche pas comme ça, en fait. C'est pas genre, mm, tu fais quelqu'un et bof, après, tout va dérouler. Ça marche pas comme ça. C'est mm, toujours, tu repars toujours de zéro, en fait, à chaque fois. ouais. Comme une compétition, tu fais un super 100 mètres, tu as fait un super beau temps. Ah là là, c'est bon, maintenant tu as fait le record du monde de 100 mètres. Là, tu vas tout exploser. Ça veut rien dire en fait. C'est tout aléatoire. C'est comme la vie, on n'est pas toujours au top. Mm, Et l'idée, c'est un marathon. De se dire, c'est un marathon, ouais, en fait, tout ça. mm, Moi, je vois les choses comme ça. Donc, tu vois, je me dis pas, oh là là, c'est bon, j'ai fait ça, maintenant je vais faire encore plus. Il y a toujours chez moi un petit côté qui veut faire toujours plus, mais je me dis pas, ça y est, maintenant tu surfes dessus. Je me remets toujours en question. Parfois, il y a des gens mm, qui refusent mes demandes d'interview, pas forcément des gens Parfois, il y a des gens qui ont fait des choses beaucoup moins grandes que certaines que j'ai rencontrées, et des fois, ils me disent non, tu vois. Mais je mm, l'accepte volontiers. Ça te rend humble aussi. Parce que oui. Mm, si tu es dans une démarche toujours de faire des gens incroyables
as l'habitude d'avoir un oui, et puis là, du coup, tu prends un peu la grosse tête, tu dis, ouais, c'est bon, maintenant, je suis un média, Mhm. tu sais, Ouais. t'as le droit, évidemment, t'as le droit d'être fier de ce que tu fais, mais Mhm. faut savoir aussi bah, redescendre sur terre par moment. Et moi, tu vois, j'accepte même un nom d'un inconnu et je le prends pas mal du tout. Je me dis Mhm. pas, ah, tu me dis non alors que j'ai interviewé un tel, tu vois. Moi, il me dit non, il me dit non, c'est que parce qu'il veut pas. Et Ouais. ça ça rend humain, ça rend humble. Donc c'est pour ça que c'est peut-être pour ça que j'arrive à en faire de manière sur le long terme, c'est que je suis pas dans la performance. Mhm. Je suis fluide dans ma démarche et je suis souple. En fait, je suis pas dans une Ouais. attente comme certains, ils sont beaucoup dans la performance, dans le buzz, dans le Ouais. vouloir faire plus. Pour moi, c'est l'énergie qui est gaspillée pour moi inutilement, quoi. Et c'est pas Mhm. là où je veux me diriger. Je le fais avant tout, comme je dis tout à l'heure, c'est une quête personnelle. Je veux en apprendre plus sur moi-même, Mhm. sur mes origines, pourquoi on est sur cette terre réellement. Et puis, du coup, apprendre sur beaucoup de gens, en fait. Ça, moi, je trouve ça génial. Tu Mhm. vois, Elon Musk, j'ai pas pu l'interviewer. Je me dis, bon, bah, tiens, passe par son papa. Donc, bon, bah, Mhm. son papa, j'en ai appris beaucoup sur Elon Musk. Je crois que beaucoup de gens qui interviewent Elon Musk, parce que en fait, faut aller toujours à la racine. Mhm. Qu'est-ce qui te fait souvent, parfois, c'est tes parents. Et donc, du coup, les gens, ils pensent Ouais. pas forcément à ça. Mhm. Et comme Emma Watson, je suis passé par son père. Et du coup, par son père, j'ai appris beaucoup de choses sur Emma Watson. Mhm. Enfin, c'est fabuleux. Et tu sais que ça, ces démarches-là, il y a un petit côté chez toi qui te dira, je suis un peu le pionnier dans ce domaine. Il y a personne qui a fait ça, quoi. Ouais, Donc, t'es ouais. un peu fier. Ouais. C'est l'originalité qui est important. Même si tu n'as pas beaucoup de moyens, c'est le fait de trouver des idées qui va te démarquer des gens, en fait. Ouais, peut-être créatif en fait dans ton activité. Voilà, certains vont interviewer toujours les mêmes, tu vois, Oussama Hamar, ou je sais pas qui, enfin, c'est toujours les mêmes personnes qui sont interviewées, ou Idrissa Berkane. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux Mhm. rencontrer d'autres personnes inattendues qu'on n'entend Mhm. jamais parler. Et donc, quand j'ai interviewé le papa d'Emma Hudson et le papa d'Elon Musk, tu vois, j'étais assez content. C'est des entrepreneurs tous les deux. Et tu vois, Mhm. on les voit pas sur LinkedIn. Je veux dire, il y a personne qui les interviewe, ces mecs. Après, faut faut pouvoir les interviewer. C'est notre affaire, ça. Mais, Ouais, mais, ouais. mais c'est notre démarche, en fait. C'est l'humilité. Et quand je parlais au père d'Emma Watson, il s'est même excusé à la fin. Il s'est dit, oh là, excusez-moi de pas vous avoir accordé l'interview plus tôt. Et en fait, je reste humble avec eux et j'ai pas une démarche commerciale, en fait. Ils le sentent. Mhm. C'est pas des gens, c'est des gens qui sentent quand même d'avance les personnes. Et je pense que peut-être à travers ma démarche, ils voient que je suis là pour partager leur parcours. Et Mhm. T'es un peu, j'ai l'impression aussi, un peu à contre-courant de ce qu'on veut bien nous dire de faire aujourd'hui, c'est-à-dire d'être très visible, de faire beaucoup de publications, de montrer sa tête partout, euh, de faire du buzz. Et j'ai l'impression que c'est un peu, du coup, peut-être que la première objection que tu as ou la première crainte que tu as des interviewés ou des personnes qui font le relais, c'est peut-être de calmer cette peur-là d'être encore sollicité pour telle raison, pour faire du buzz, en tout cas pour certains d'entre eux peut-être. Et qu'une fois passé apaiser cette crainte, ben, tu peux être en complète humilité avec des personnes qui sont des humains comme nous finalement, qui ont peut-être un parcours un peu différent où la lumière a été donnée sur un de leurs enfants. Tu prenais le cas de Emma Watson ou Elon Musk, mais que finalement c'est pas ce que tu veux. Donc si tu arrives à transmettre ton message, ouais, ben, ouais, tu crées un lien qui est différent. Mm. c'est ça. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on est beaucoup dans le visible et aussi, Mm. je sais plus qui avait dit ça, mais moi, je rencontre tellement de gens qui font des choses incroyables et qui sont pas malheureusement pas assez visibles. Bon, après, certains ne demandent pas ça, tu vois, ils sont dans leurs univers et ils demandent rien à personne, quoi. Et quand je vois ça, je me dis, ça mériterait vraiment d'être vu, d'être visible et du coup, je me sens moi-même imprégné d'une mission parce que moi-même à l'école, j'étais quelqu'un de... Et là, je suis toujours pareil, hein, quelqu'un qu'on voit pas en fait. Mm. Mais souvent, ce qu'on dit, en tout cas les gens que j'ai rencontrés, c'est l'humilité, la discrétion, sont des valeurs c'est un peu
une énorme porte d'entrée parce que certaines personnes à un certain degré voient ça et t'accueillent. Mm. C'est toute la subtilité et l'élégance qu'on a perdu un peu aujourd'hui. On est très dans le vulgaire, dans le... Mm. C'est des choses, moi, qui me parlent pas. J'essaie de voir les choses dans le côté héritage à long terme. Quand Mm. je choisis des personnalités, j'essaie un peu de voir très très loin. Tu vois, là, j'ai fait une conférence au campus Eiffel avec des descendants de Gustave Eiffel, de Pierre de Coubertin et du baron Haussmann. Ça, c'est des choses qui m'intéressent parce que c'est l'histoire, en fait. Et quoi que tu fasses dans ta vie, bah, quand on sera plus là, on entendra toujours parler d'eux, en fait. Oui, Et oui. donc, moi, à mon niveau, j'essaie de me dire, ah tiens, je vais apporter quelque chose avec l'histoire. Donc, j'essaie un peu de faire quelque chose de nouveau, en fait. Pas qui est Mm. déjà vu. Et je sais que ce que je fais, bah, ça va être utile. Parce que là, en plus, on sera avec des étudiants et tout. Donc, et je sais pas, je me sens aussi imprégné de patriote, tu vois, en même temps. Il y a un côté Mm. patriote dans ma démarche. C'est pas juste moi, Steven, c'est que j'essaie un peu de faire perdurer l'histoire. Et c'est pour ça que quand je rencontre des descendants, on s'entend très, très bien, en fait. La descendante de Pierre de Coubertin, Alexandra de Navassel de Coubertin, bah, on s'est vu, on a fait une interview en visio, et puis après, quelques semaines après, on s'est rencontrés dans la mairie du 7e. Elle m'a fait une visite vraiment guidée de l'exposition, et là, j'ai mieux compris la démarche qui est vraiment Pierre de Coubertin. Et je me reconnais totalement. Enfin, c'est génial parce que tu te sens en phase en fait avec ces gens-là, alors que tu connaissais pas du tout leur histoire. C'est quand leurs descendants racontent leur histoire, là tu dis waouh, tu savais pas. Et en fait, tu fais des Mm. choses sans te rendre compte qui est en lien avec ce qu'ils font, parce que c'est Ouais. c'est des gens qui aiment transmettre, qui aiment préserver l'histoire et qui n'étaient pas dans le jugement et tout, et qui osaient faire des choses. Et, euh, et, euh, et les descendants, bah, comment dire, ils sont, euh, ils reconnaissent ta démarche qui Mm. est comme leur ancêtre. Donc, tu vois, il y a un petit parallèle intéressant à faire. Moi, Mm. je m'en rendais pas compte, tu vois, parce que j'aime bien l'histoire et tout aussi, hein. Et donc, du coup, ça crée des liens. Ça crée des liens, évidemment. Mm. Philippe Oui, Poutré-Eiffel, vous avez des points communs forcément, puisque vous ouais, portez, parce que à ta manière, tu portes ceux qui, entre guillemets, portent, mais tu valorises ceux qui font l'histoire ou qui l'ont faite à leur manière, et eux, par leur héritage, par leur famille, portent aussi bah, le nom des fois c'est ça. et bah, la descendance, l'histoire de leurs ascendants C'est ça. qui ont créé, Et c'est, imaginé. c'est intéressant, tu vois, parce que quand je les rencontre, on croit que je suis du coup un spécialiste d'intervieweur de descendants. En fait, non, je suis dans d'autres sphères. Hmm. Et, euh, c'est là ma force, en fait. Par exemple, tu vois, là, j'avais rencontré le créateur du vaccin de l'ARN messager, François Gros. On ne connaît pas François Gros. J'ai Hmm. voulu le rencontrer, le pionnier. Je l'ai rencontré, et bon, il était malade, il était allongé, et j'ai pas pu le rencontrer parce qu'après, peu de temps après, il est parti de ce monde, Hmm. il est mort. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit, mais vous êtes scientifique, monsieur, et tout. Il a cru que j'étais scientifique parce que je m'intéressais à son histoire. Et du coup, c'est pour ça que je dis que je suis pas dans des cases et c'est de la curiosité en fait. Hmm. Et aujourd'hui, bah, ce qui, me- ce qui est important, c'est suivre ce dont toi qui te plaît. Ouais. Moi, en tout cas, ce qui me plaît, c'est découvrir d'autres univers, tu vois, que je ne connais pas. Hmm. Là, il y a un gars qui m'intéresse, qui fait des sorties de corps à volonté. Ça, je trouve ça surprenant, quoi. J'aimerais bien en Hmm. savoir un peu plus, quoi, sur ces choses. Donc, tout ce qui est visible et invisible m'intéresse, en fait. Hmm. C'est pas juste dans un laps de temps donné. C'est pour ça que peut-être que voilà, je suis difficile à cerner ou à joindre. Il y a un petit côté mystérieux dans ma démarche, dans ma quête, dans les gens que je rencontre, comment je fais. Hmm. Moi-même, j'ai pas la réponse, si tu veux, mais j'essaie de suivre quelque chose, une énergie, une force qui me Hmm. pousse. Je sais pas où elle va m'emmener, tu vois, Hmm. justement. Mais en tout cas, en suivant cette petite voie intérieure, dans le résultat, j'ai bien fait, tu vois. Regarde, je suis à 700 interviews, je pensais jamais en faire 700. J'ai fait des gens Hmm. que je pensais jamais rencontrer. Et, Bah, et justement, parmi, alors peut-être que c'est pas une interview, mais ou plusieurs, mais de quoi tu es le plus fier?
Je suis plus fier d'avoir pris le téléphone et d'avoir appelé la personne, tu vois. C'est déjà oser, quoi. Oser appeler, quoi. Oser faire le premier pas et puis oser de faire ma première interview aussi. C'est toujours les premiers qui sont le plus difficile pour moi. Donc, du coup, je suis fier d'être sorti de ma zone de confort et d'aller vers l'autre. Et pour moi, c'est ça dans lequel je suis plus fier et d'avoir fait mon TEDx aussi. Mm. Ça, je suis vraiment extrêmement fier de l'avoir fait. Et c'était pas facile, mais je l'ai fait. Et puis après, il y a mon documentaire que j'ai autoproduit, qu'on a réalisé avec deux amis à moi, trois même, parce que le monteur Puma, Mister Puma, a monté, mais aussi, pour moi, est aussi réalisateur. Donc là, on a fait quelque chose d'énorme, autofinancé nous-mêmes. Mm. On a rencontré des gens incroyables aussi. Et puis tous les projets, bah, le Grand Rex qu'on a fait cette année, au mois de février, ça c'est du jamais vu. Avoir un alligator au Grand Rex, ça c'est exceptionnel, quoi. On l'a fait. Et surtout, on est fiers parce on a vu un public hétéroclite, quoi. Il y avait des jeunes, il y avait des vieux, il y avait tout, enfin, des anciens, c'était beau à voir. Vraiment, il y avait une magie. Enfin, c'était magnifique. Et moi, j'ai toujours rêvé d'un public comme ça, euh, où tout le type d'âge bah, viennent apprendre. Donc, ouais, je suis fier de ça. Et puis là, bientôt, bah, je pense que je serai fier de mon spectacle conférence Confession le 10 octobre Ouais, ça arrive à la bientôt. suite. Peut-être que l'épisode du podcast sortira après. Et Ouais. je te souhaite de le vivre pleinement et de savourer ce moment qui sera encore une autre étape dans ton parcours et dans ta manière de partager aussi. C'est ça. Ouais. Et puis voilà, je vais mettre, bah, de toute façon, des interviews, je vais pas en continuer éternellement. J'attends en fait la validation des Guinness des records parce que j'ai trois records du monde. J'en ai parlé un tout à l'heure Mhm. de bain Ouais, glacé. J'en ai un autre que c'est le marathon d'interviews, donc nombre d'interviews de suite. En fait, le record, c'est 90 personnes et la personne, elle a fait 55 heures de suite. Donc j'aimerais bien faire 100 personnes et faire 60 heures. Ça, c'est un deuxième que j'aimerais atteindre. Et le troisième, c'est le record d'interview en streaming, en live streaming, la plus longue. Donc le record, c'est 33 heures. J'aimerais bien le faire 42 heures. Donc je serai avec un ami qui s'appelle Dao. On va le faire deux. Et donc j'aimerais terminer, si tu veux, mon média sur ces records-là. Parce que Mhm. c'est drôle d'avoir interviewé des champions et des recordman du monde et d'avoir au final son propre record du monde, quoi. C'est ça. Mhm. Ce serait drôle, Ouais. j'aurais mon propre record à moi, quoi. Donc, c'est drôle. Et ces records, tu les planifies pour quelle date ou quelle année? Alors, j'ai prévu là pour décembre. Il y en a deux en décembre et un en avril. Donc, les deux, c'est en décembre, c'est bah, le record en streaming, la plus longue interview en streaming et la plus longue interview en marathon. Donc, les deux, décembre. Et avril, c'est le record d'interview la plus longue de bain glacé. Donc, qu'est-ce que je vais raconter dans cette interview? En fait, Dao, donc l'ami en question, va m'interviewer, donc dans l'interview live streaming. Mhm. Pendant 42 heures, il va m'interviewer. En fait, c'est pas parler de moi, en fait, je vais rendre hommage à toutes les personnes que j'ai interviewées. Donc, en Mhm. fait, c'est un hommage, ce record, c'est un hommage aux autres, aux Mhm. autres. Donc, je trouve ça beau de finir comme ça, en fait. Ouais. Mhm. Ouais, bravo pour ces challenges à venir, ces records à venir. Je suis sûre que ça va passer. J'espère, je croise les doigts. Et bravo pour ces hommages aussi. Euh, Est-ce que pour peut-être, on arrive à la fin de l'interview, est-ce que tu pourrais peut-être, au-delà peut-être des records que tu t'apprêtes à, à essayer de dépasser, est-ce que tu auras un rêve à nous partager? Le rêve que j'ai à partager. Mhm. Mon rêve. Alors, c'est marrant parce que je veux venir à quelque chose de tout simple. Qui pour moi, du coup, je pensais un peu bateau, mais mon rêve, c'est d'avoir une maison au bord de la mer avec ma femme Mhm. et et que elle puisse vivre de sa passion, parce qu'elle est professeure de mathématiques et j'aimerais qu'elle puisse faire ce qu'elle souhaite faire.
Donc, elle est militante aussi à côté pour des causes assez importantes, utiles dans le monde. Donc, Mm. et moi, pareil, que je puisse vivre de ma passion, j'aimerais produire, si tu veux, j'aimerais monter une boîte de prod aussi et peut-être même lancer des personnes avec d'autres personnes qui ont, je trouve, beaucoup de talent en fait, et j'aimerais les lancer et peut-être lancer quelque chose qui va permettre aussi aux personnes qui n'ont pas confiance en eux, peut-être faire des formations. Mm. Et voilà, c'est tout ça qui je rêverais de faire et faire des conférences. Donc j'aimerais tellement faire des conférences avec, euh, avec des gens que j'ai interviewés et peut-être pas faire même une tournée, tu vois. Ça, c'est un truc que je rêverais de faire. Une tournée mondiale, pourquoi pas, tu vois, un truc. Si on est dans le rêve, j'aimerais faire un truc comme ça. Mm. Tu vois, comme une troupe de théâtre. Ouais. Et tous ensemble, je sais pas, on prend une camionnette, on prend un bus, on passe quelques journées ensemble. Donc c'est ça qui est beau. On passe une journée, on apprend à se connaître aussi entre nous et puis on parcourt un peu les villes à la rencontre Mm. de gens et on partage nos histoires et puis on s'inspire les uns et des autres. C'est un truc comme ça que j'aimerais faire. Ouais. Mm. Ouais, c'est joli comme un parc d'attractions mobile que Ouais. tu proposes, Ouais, et puis voir parcourir les, le monde. Tu vois, et Mm. puis voir les intervenants, parce que j'ai organisé aussi des soirées avec des intervenants. J'adore quand les interactions, les réunir, en fait. Il y a quelque chose de magique qui se passe, parce que tu dis, waouh, c'est un peu les Avengers, quoi, qui se rencontrent, les super-héros qui se rencontrent entre eux, et c'est Mm. magique. Moi, j'adore, en fait, fédérer. Donc, Mm. j'aimerais faire un truc en commun et ensemble, on aille à la rencontre de choses qu'on n'a jamais faites auparavant, quoi. Donc, c'est ce que j'ai Ouais. fait avec Philippe, l'homme des alligators. Il n'a jamais Mm. donné de conférence au Grand Rex et j'étais content d'être dans l'aventure avec lui. Ouais. Mm. C'est ça aussi, proposer quelque chose aux intervenants aussi. Tu vois, souvent, on les interviews et Ouais. tout, et quand tu leur proposes quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait, eh ben, ça leur plaît. Parce Mm. que ça leur permet aussi de sortir de l'image qu'on donne souvent d'eux et bah, c'est des humains quoi. Et parfois il y en a certains, ils ont un peu marre qu'on parle toujours de la même chose, ils veulent qu'on parle d'autre chose, mais c'est pas eux qui décident, hein. Parfois c'est les journalistes qui leur posent les mêmes questions, donc C'est eux ils ça. répondent hein, forcément. Mm. Mais tu vois, c'est ça aussi qui fait aussi que tu as un lien différent finalement avec les personnes. Ah Exactement. tiens, avec lui au moins je sais qu'il va me proposer un truc qui va être plus amusant quoi. Ouais. Mm. Surprenant, voire, et je vais même apprendre des choses. C'est Parce que des ça. fois, tu vois, en les mettant en contact, c'est deux univers totalement différents, mais et justement, tant mieux, parce que ils se marchent pas sur les pieds, quoi. Il n'y a pas de Ouais. concurrence, si tu veux. C'est ça. Ils ont plein de choses à Ouais, apprendre, c'est enfin, ça. à échanger. Et puis, Et ils s'inspirent, mm. et c'est comme s'ils s'amélioraient encore plus dans leur domaine, quoi. Et moi, je, Ouais. moi, je suis content, je suis heureux de contribuer à ça, quoi, à mon niveau, quoi. Mm. Donc, ouais, c'est un de mes rêves de faire ça. Hmm. Bah écoute, l'appel est lancé, en tout cas l'appel est lancé dans l'univers, donc tu vois, c'est déjà en chemin probablement. Euh, juste pour terminer l'interview, où est-ce qu'on peut peut-être te rencontrer ou rentrer en relation avec toi ou suivre, aller découvrir tes interviews? Ouais. Alors, sur ma chaîne YouTube, Steven K. Ok, Instagram, Steven Kitirat, ou Steven K, ça marche aussi. ok, LinkedIn aussi, Steven K et Kitirat. Et j'ai Odyssée, bon, ça c'est pas c'est une chaîne en fait de secours parce que je me dis si un jour YouTube me supprime ma chaîne ouais. pour diverses raisons, j'ai Odyssée. Voilà, donc Mhm. j'ai ces canaux-là. Et TikTok, je suis en train d'hésiter parce que j'avais un compte et maintenant, bah, je suis en train d'hésiter. Je ne sais pas si je vais en refaire un. Si j'en fais un, je verrai. Donc Mhm. là, j'essaie un peu de, tu sais, de rentrer dedans, mais pas de rentrer complètement dedans. Je me dis, j'ai pas envie d'être prisonnier des réseaux sociaux. Mhm. C'est comme si tu t'enchaînais avec des menottes et quand tu fais des vues, ça t'oblige à en faire d'autres. Et j'essaie de pas tomber trop dans ce piège-là. Donc c'est vraiment un travail, en tout cas chez moi, on a de l'ego, mais D'ajustement, pas trop d'ego non plus, tu vois. c'est ça. Mhm. Je fais extrêmement attention à ça. Et plus tu en Mhm. as des réseaux, et plus c'est un peu. Enfin, moi, ma femme, elle a 11 réseaux sociaux. Je vois le travail que ça demande, c'est colossal. Tu t'en Mhm. sors pas, en fait. Je Ouais. sais Et pas puis comment elle c'est fait. tous les jours.
Je- Ouais, c'est tous les jours, il faut du temps, il faut de l'énergie, puis des fois, t'as rien à raconter. Et moi, j'ai pas envie de me forcer à raconter quelque chose pour avoir des Mm. vues si j'ai rien à raconter. Donc, j'ai pas envie d'être prisonnier de ce genre de choses, justement. Ouais, Après, ouais. ça dépend des gens. Il y a des gens qui disent des choses pour informer, pour transmettre des choses, ou peut-être besoin de parler d'eux. Ça leur fait du bien d'être en interaction avec des gens. Ça, je comprends. Mm. Mais chez moi, plus j'ai Ouais. moins à faire, mieux c'est un peu comme les meubles, hein. Je préfère pas trop avoir trop d'affaires chez moi pour déménager, c'est plus simple. Un minimaliste C'est des ça. réseaux sociaux. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup pour tous ces partages. J'aurais eu encore plein de questions, mais une prochaine fois, ou peut-être lors d'un prochain événement. Oui, Et, volontiers. et avec plaisir de Merci se à toi, retrouver. À bientôt. Marie. Merci. Je vous remercie d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie d'y laisser une note et de le recommander à vos contacts en le likant sur LinkedIn ou en le partageant depuis votre plateforme d'écoute. Un grand merci par avance et à bientôt.